jusqu'à ce soir, nous vous proposons de nous retrouver sur placetobe-toulouse.org pour découvrir toute cette rédaction un peu atypique, éphémère et résolument contributive qui vous propose de voir un peu différemment la médiatisation des enjeux autour de l'environnement. Place2Be, le premier magazine TV climato-compatible, c'est parti. Au sommaire de cette édition du vendredi, on commence aujourd'hui, c'est bientôt le week-end, par une proposition très simple, permettre aux salariés, aux PME, de travailler là où ils veulent. C'est-à-dire aussi dans des territoires un peu éloignés des centres sururbains. C'est le coup de cœur start-up du jour où l'on parle d'innovation sociétale avec relais d'entreprise. Des petites bêtes placées dans des grandes serres sous une grosse chaleur. C'est un laboratoire unique au monde à Moulis, en Ariège, premier site de recherche fondamentale sur la biodiversité. Nous verrons dans ce journal pourquoi elle est si cruciale. Au secours, Mamie revient. Le tuto du jour, c'est dans Place2Be, vous le savez, chaque jour, des gestes et des savoir-faire simples que l'on peut partager. Aujourd'hui, c'est Laetitia qui, après l'huile prodigieuse, viendra faire le ménage sur le plateau. Un Vélib à moteur, pourquoi pas, c'est l'autre proposition Green Pitch du jour, parce qu'on peut faire du vélo, être écolo et être aussi un peu paresseux. Nos émotions nous inspirent, nous avons aussi fait du cinéma à Place2Be cette semaine, à suivre un petit vice-versa du climat, vous verrez, c'est très drôle. Et puis vu de là-bas, c'est la COP of Tea de Vanessa Stone, l'actu de la COP 21 vue du bout du monde, avec une revue de presse entièrement anglo-saxonne. Stéphane Béguin est au crayon ce midi pour donner à voir nos discours différemment grâce au dessin. C'est aussi à Place2Be, vous savez, un choix de traiter du climat différemment. On suivra ces dessins pendant toute l'émission. Et puis, si vous le méritez, rendez-vous avec le livre du jour. C'est le rendez-vous de Daniel Luciani, notre libraire préféré comme chaque jour. Place2Be, le magazine de la mi-journée. C'est parti. Dominique Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président fondateur du réseau Relais d'entreprise. Vous êtes notre start-up coup de cœur du jour. Relais d'entreprise, c'est quoi ? C'est avant tout une réponse pour approcher l'emploi de l'habitat. C'est une réponse sur les enjeux de mobilité, les enjeux de rééquilibrage des territoires. C'est un constat simple qui est né en 2011, alors que j'étais coincé dans la rocade comme beaucoup d'habitants sur la région Midi-Pyrénées et dans beaucoup de régions proches des métropoles, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire au bureau ? Je vais envoyer des mails, je vais passer des coups de fil, mes collaborateurs ne seront pas là ce jour-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer pour être efficace dans mon activité professionnelle ? Ça a été le point de départ. Une question qu'on s'est posée en début de semaine d'ailleurs, puisqu'on a posé la question de la pollution et du transport. Donc vous, concrètement, vous êtes posé cette question dans les embouteillages qu'on a pointés lundi et qu'on a tous envie de fuir. Et vous avez dit, voilà, je vais créer une alternative, c'est Relais d'entreprise. Donc vous êtes où concrètement ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, le point de départ de l'aventure est né à Rieux-Volvestre, à 40 km de Toulouse. C'est la campagne ? C'est la campagne, c'est du territoire rural qu'on pourrait appeler du territoire urbain, parce que nous sommes sous l'influence de l'aire urbaine de Toulouse, comme plus de 85-90% de la population française aujourd'hui qui vit sous l'influence des villes. Et ce point de départ, qui était une réponse citoyenne, je faisais, comme on dit, ma crise de la quarantaine et j'avais voulu faire quelque chose pour les autres. Et c'est cette réponse que j'ai apportée sans rien demander à personne en construisant 200 mètres carrés de bureaux. Donc une bonne dizaine de bureaux que j'ai équipés, meublés et que j'ai reliés avec un Internet haut débit qui n'existait pas sur le territoire. Et j'ai fait appel à une structure locale qui s'appelle Alsatis qui m'a permis d'avoir une connexion Internet haut débit. Ça aurait pu en rester là. Ce projet qui a tout de suite permis à des télétravailleurs à domicile qui étaient ravis de pouvoir à pied sortir de la maison pour pouvoir bénéficier d'une infrastructure de qualité et d'autres également usagers qui sont des entrepreneurs qui ne sont pas forcément à la recherche d'être dans une pépinière ou un incubateur parce qu'ils savent pertinemment ce qu'ils ont à faire. Mais comme on l'observe vers cette tendance au self-emploi où du statut de CDI, on bascule vers un statut
d'entrepreneur qui se prend en main. C'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est dans tous les cas une tendance très forte que certains appellent de la précarité, d'autres vont plutôt y trouver de l'agilité et de la flexibilité. Mais quoi qu'il en soit, cette infrastructure répondait à un vrai besoin, une vraie attente et qui a trouvé écho dans d'autres territoires, ce qui nous a amené à accompagner un certain nombre de territoires et nous sommes aujourd'hui en train de nous déployer un peu partout en France. Alors l'intérêt pour les salariés, les indépendants, les travailleurs, on le voit, c'est un coût de l'immobilier bien moindre sans doute dans vos territoires. On imagine qu'entre Rieux et Toulouse, le ratio doit être de peut-être 1 à 2 ou presque 2 à 3. Le transport, vous le disiez, évidemment, l'environnement et l'écologie derrière, l'aménagement du territoire. Le territoire, c'est, j'imagine, un de vos interlocuteurs. Oui, le territoire est un de nos interlocuteurs. Et souvent, quand nous sommes en contact avec des élus de ces territoires, Ils sont réceptifs ? Ils sont très réceptifs. Pourquoi ? Parce que leur problématique majeure, c'est de devenir des territoires dortoirs. Leur problématique majeure, c'est d'avoir des habitants qui ne sont pas des vivants du territoire, qui ne sont que là pour dormir, pour effectivement se ressourcer certes, mais qui ne participent pas à la vie du village, compte tenu du fait que quand vous avez passé 1 heure dans les embouteillages le soir, vous ne ressortez pas pour être dans une association parce que vous êtes fatigué. On a l'habitude de dire, quand bien même nous n'avons pas inventé le bureau meublé connecté à Internet, et vous parlez d'innovation sociétale, je mets au défi la moindre start-up à haute technologie avec de l'électronique de partout, de trouver une innovation qui permette à la fois de redonner du temps, qui permette de réduire les émissions de CO2, qui permette de redonner du pouvoir d'achat, parce que chaque kilomètre parcouru coûte 50 centimes. Quand on est à 40 km d'un territoire métropolitain, c'est 40 € par journée de télétravail que vous économisez. C'est du temps, et le temps est précieux, c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir, et que ce temps, vous pouvez faire plein de choses. Vous occupez des enfants, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire du sport. Donc c'est beaucoup effectivement d'externalités et surtout vous consommez sur place. Et ça permet de lutter contre la désertification des campagnes, contre la fermeture des petits commerces, la boulangerie, la boucherie, puisque le midi vous allez manger un steak ou qu'importe, et vous allez contribuer au développement. Donc pour ça les élus sont très réceptifs. Et cette forme d'organisation du travail est en train enfin de naître, de se développer parce que la problématique de la mobilité, on ne va pas la résoudre uniquement avec des nouvelles rocades, avec des nouveaux transports en commun, ou voire du covoiturage, qui est une réponse, mais qui ne peut pas être la réponse qui va convenir à tous les personnes qui sont confrontées à ces problèmes de mobilité. J'aime votre comparaison avec les autres types d'innovations. C'est vrai qu'on a balayé largement pendant cette semaine. On fait un petit tour en même temps sur le dessin de Stéphane Béguin. Votre comparaison qui permet de dire qu'effectivement, tout n'est pas dans le tech ou dans le green, mais c'est aussi dans l'innovation sociétale qu'on évoquait tout à l'heure. Le modèle sur lequel vous avez travaillé, il est duplicable à l'échelle d'autres territoires, j'imagine. L'avantage, c'est qu'avant d'être une société dans laquelle d'ailleurs d'autres personnes m'ont rejoint, puisque j'ai ouvert le capital d'une SAS fin 2014, qui m'a permis d'embaucher les premiers collaborateurs, et notamment Célia en charge de la communication, et d'autres personnes qui m'ont rejoint pour porter cette ambition de déploiement, une ambition qui est non négligeable, puisque nous avons comme projet d'avoir plus de 300 espaces relais d'entreprise d'ici 2020. Et pourquoi ça se duplique facilement ? C'est qu'avant d'être le fondateur de cette société qui déploie, je suis également un gestionnaire d'un tiers-lieu relais d'entreprise. Donc je démontre à un privé, mais également à une collectivité territoriale, que cette typologie d'immobilier est rentable. Oui. Qu'à partir du moment où on est sur un territoire où il y a une problématique de mobilité, et que la mobilité a un coût, et que le prix d'un loyer d'un bureau coûte moins cher que de prendre sa voiture pour se rendre sur la métropole, le modèle économique, il est réel. Et en France, et sur les territoires, il est effectivement duplicable à l'ensemble. Vous avez un projet de développement important, rapidement ? Prioritairement déjà autour de Toulouse. On a ouvert effectivement à Rieux, on est en train effectivement d'ouvrir à Grenade, donc au nord de Toulouse, et un peu partout au sud de Toulouse, dans le territoire du Sicoval, dans le territoire de la CAM. Et il faut effectivement que les élus prennent contact avec nous, ou que les citoyens prennent contact avec nous. Et si nous sommes reconnus bleu, blanc, zèbre, c'est effectivement pour que les citoyens s'impliquent dans le fait de contacter sa collectivité et nous demander de les aider à dimensionner le projet. Et sachant que derrière, nous sommes un réseau, nous avons mis en place comme une franchise, on appelle ça une affiliation, pour permettre aux futurs gestionnaires des relais d'entreprise de bénéficier de tous les supports de communication et de toute la visibilité que d'ailleurs votre journal nous permet d'avoir encore aujourd'hui. Merci
le message est lancé, l'appel est lancé. Merci beaucoup Dominique Valentin. Donc vous êtes le responsable de réseau d'entreprise. On peut retrouver évidemment les liens sur cette initiative et sur le site internet Place2Be Toulouse-.org. Nous allons poursuivre avec, comme chaque jour, un regard un peu décalé sur la COP21, sur le climat et l'environnement. Loin de Toulouse, cette chronique s'appelle Vue de là-bas. Et Vue de là-bas, qui jette son œil, c'est comme chaque jour Vanessa Stone. Bonjour Vanessa. Bonjour Cécile. Une revue de presse. C'est la nuit un peu, la revue de presse peut-être, Vanessa, pour tes correspondants et pour toi-même. Ça dépend. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, des fois j'ai le 9h du matin, alors que pour moi il est 1h du matin. Quoi. Ouais. Alors, aujourd'hui, au programme. Aujourd'hui, ça se corse un petit peu. Ce matin, on voit dans la presse française qu'on ne parle pas beaucoup de la COP21. J'espère qu'on la regarde un peu plus. On en parle encore, hein, mais c'est moins léger. C'est moins léger parce qu'on se rend bien compte que le délai s'approche. Et donc, pour nous aider à naviguer un peu dans toutes ces choses un petit peu plus compliquées, The New York Times nous a créé un glossaire qui va s'avérer fort utile, je pense, parce que si je vous demande quels sont les INDC des SIDS et est-ce qu'elles respectent d'abord leur NAMA, je suppose que, comme moi, vous ne saurez que répondre. Eh bien, on va vous mettre un lien dans le newsletter de ce soir avec ce glossaire du New York Times qui devrait s'avérer fort utile. Donc moi, je vais enchaîner quand même sans avoir recours à ces acronymes barbares, n'est-ce pas? Mais en quoi ça se corse? Eh bien, Laurent Fabius a donné jusqu'à demain midi aux négociateurs de sortir un document quasi finalisé, prêt pour les négociations finales de la semaine prochaine. Donc forcément, quand on sait qu'ils sont partis d'un document de 50 pages en début de semaine et qu'il y a 4 ou 5 versions de chaque paragraphe tendancieux et que les paragraphes tendancieux sont nombreux, on mesure un peu la difficulté, d'autant plus quand on sait que pour que l'accord soit validé, il faut un consensus parfait. Il faut l'unanimité. Le moindre pays qui lève la main lors de la séance plénière de clôture, c'est fini. Donc, le New York Times de nous identifier ces dissidents potentiels que sont la Malaisie, la Russie, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le pétrole, bien entendu, parce que quel que soit le résultat de cette COP21, on va vers un accord qui va avoir pour intention explicite de détourner l'économie mondiale des énergies fossiles qui font tourner ces économies-là. Donc, on dit qu'en coulisses, Fabius, les équipes françaises tendent la main, proposent des assouplissements par ailleurs. On essaye de contourner cet écueil d'un plantage de dernière minute de l'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Si on en croit au Guardian, il faut croire que oui. James Hansen, un scientifique américain de renom, qui était parmi les premiers à sensibiliser sur les questions de changement climatique dès 1988. Lui, il s'exaspère des machinations, des discussions de la COP. D'après lui, il y a une solution simple. Il faut toujours se méfier des solutions simples, mais il y aurait une solution simple qui serait que 2 ou 3 grands pays mettent un prix tout simple sur le carbone. Qu'on augmente, il suggère, de $10 tonne toutes les énergies fossiles pour refléter le coût sur la santé humaine et sur la santé de la planète, et que cette augmentation, à elle seule, suffirait à réduire de 50% notre recours aux énergies fossiles en 20 ans. Voilà, il n'y a pas de quoi réjouir le Venezuela, le reste de la planète peut-être, et on peut toujours compter sur le Canada pour se réjouir. CBC News au Canada, Nahla Ayed, nous raconte l'optimisme ambiant à la COP depuis le début. Elle a croisé Al Gore, ancien vice-président américain, environnementaliste de grand renommée, qui se dit optimiste. Obama, qui avec sa pêche habituelle a dit « Je crois qu'on va vraiment le faire, je crois réellement qu'on va la résoudre, cette affaire », dans ces termes. Justin Trudeau, qui a clôturé son discours avec le retentissant « Le Canada est de retour », ce qui lui a mérité une standing ovation, quand même. Et même Greenpeace se dit optimiste, modérément optimiste, mais optimiste. Et que Greenpeace se dise optimiste dans une instance internationale pareille, c'est pas rien.
D'autres réjouissances, All Africa nous en raconte. Hier, c'était la journée de la jeunesse et des générations futures à la COP 21. Beaucoup de fêtes, beaucoup de bonheur, beaucoup d'assemblées. Ban Ki-moon a déclaré aux jeunes qui sont rassemblés là, qui sont la première génération à pouvoir éradiquer l'extrême pauvreté, mais c'est aussi la dernière à pouvoir inverser le changement climatique. Ils ne sont pas impressionnés pour autant, nos jeunes. Ils arboraient des t-shirts, nous devons, nous pouvons, nous allons agir. Ils y croient. Et Cristina Figueres, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, elle leur a annoncé merci pour ce que vous faites à la COP, mais surtout pour ce que vous faites chez vous. Et chez eux, c'est un peu chez nous, c'est un peu aussi nos jeunes à nous qui reviennent ici à Toulouse. Et donc la boucle est bouclée, le tour du monde est fini, on finit ici avec l'énergie de nos jeunes à Toulouse. Voilà, donc j'aimerais juste prendre un instant pour remercier mes indispensables correspondants internationaux. Dans le monde entier qui, toute cette semaine, t'ont permis d'avoir ces articles. Voilà, donc un grand merci à Jeff Stone en Angleterre, Steve Ryan pour l'Irlande, Heather Larson aux États-Unis, Eoin Crisfield Burr pour le Canada, Lily Gresson pour l'Australie, Swati Saptarshi pour l'Inde, Léo Molinier pour l'Afrique du Sud, et Lisa Evans pour le Ghana. Donc, merci beaucoup à eux tous et merci à toi, Cécile. Merci beaucoup à eux tous et merci Vanessa pour cette belle revue de presse en anglais qui nous a permis de voyager, de prendre, c'est vrai, un peu de recul, même si on a fait le choix toute cette semaine à Place to Be de ne pas vraiment couvrir l'actualité de la COP 21, cette actualité politique des gouvernements qu'on imagine et qu'on traite de manière différente dans les médias classiques, mais ce décentrage nous semblait indispensable. Et puis parmi les partenaires et les médias, par contre, qui nous ont vraiment bien accompagnés cette semaine, il y en a un que j'aime beaucoup et c'est Noureddine qui est là. Bonjour Noureddine. Bonjour. Chaque jour, tu nous aides à comprendre ces choses qui sont compliquées et la meilleure façon pour nous aider à comprendre, c'est un petit truc de journaliste. On dit à quelqu'un, expliquez-nous ça comme si on était un enfant de 10 ans. Chez Milan, on est un professionnel de l'explication. Aujourd'hui, Noureddine, tu nous expliques ce que c'est la biodiversité. Parce que finalement, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Et alors, c'est quoi ? La biodiversité, en fait, c'est ce qui fait que la nature est variée, surprenante, créative. Par exemple, la biodiversité, c'est ce qui fait que chez les espèces, c'est ce qui est, par exemple, plusieurs sortes de chats, des roux, des grands, des petits, des poilus. Il y a la biodiversité aussi dans les lieux. C'est-à-dire que sur un même lieu, on va essayer de voir s'il y a plusieurs espèces qui peuvent cohabiter. Donc des coccinelles, des fourmis, des araignées ou des prédateurs. Et il y a aussi la biodiversité donc, au niveau de la planète, qui sera sur les différents milieux de vie de cette planète, donc aussi bien au niveau de la forêt, des déserts, des océans, voilà, qui est une grande diversité en fait, de lieux. Donc, en fait, la biodiversité, c'est tout ce qui est l'opposé en fait, d'une nature qui serait unique, presque clonée, toute similaire. Aussi, pourquoi du coup c'est important cette biodiversité, c'est que plus la nature est variée, originale, et plus elle sera résistante. Si on prend le cas de vaches, par exemple, imaginons que demain on n'ait que des vaches marrons et qu'il y ait une maladie qui attaque les vaches marrons. Du coup, on n'a plus de vaches. Si par contre on avait cette chance incroyable d'avoir une vache différente, il nous resterait des vaches malgré cette maladie. Donc la biodiversité, ça va nous aider aussi à ce que la nature soit plus résistante. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'homme va modifier cette nature de plusieurs manières. Il va essayer de faire un tri dans la nature, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, on va raser des forêts. On va pêcher une espèce de poisson de manière très intensive jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On va faire la loi un peu, quoi. Un peu. On va tuer des insectes, par exemple, qu'on juge nuisibles pour l'instant, mais qui demain pourraient nous être utiles. Et donc, en fait, dans ce tri, peut-être qu'on va éliminer donc, des animaux ou des plantes en plus qui pourraient nous être utiles demain. Je vais prendre un exemple. Là, il y a les Australiens, par exemple, ils avaient un crapaud qui est assez spécial, qui ingérait... toutes les œufs étaient dans l'estomac
de l'animal. Et du coup, donner naissance par la bouche. L'espèce a disparu en 1983. Ils ont essayé de la réanimer, enfin, ils l'ont réanimée même de manière par voie de clonage. Donc ça, c'est une grande prouesse, certes. Donc ça peut aider la biodiversité. C'est pas la solution, hélas, parce que c'est un peu trop tard. Il y a plein d'espèces aujourd'hui qui ont disparu. Par exemple, ce crapaud, si on retombe dessus, par exemple, l'analyse en fait de ces sucs gastriques, pourquoi les œufs ne sont pas détruits en fait par l'estomac. Ça pourrait aider, par exemple, tous ceux qui ont des problèmes d'estomac aujourd'hui dans le monde. Donc, on pourrait créer un médicament avec, grâce à ce crapaud, sauf qu'on l'a pu. Peut-être que ce clonage va permettre de refaire des recherches dessus. Mais voilà, en fait, il y a, quand une espèce disparaît, on ne sait pas de quelle manière, d'ailleurs, elle pourrait nous aider, nous humains, aussi. Et en même temps, voilà, comment aussi elle peut aider, si nous, elle peut nous aider, elle peut aider aussi d'autres espèces qui peuvent nous être utiles aussi. Donc voilà, on va éviter de supprimer des trésors cachés dans la nature, on va essayer de lutter contre. La biodiversité. Merci beaucoup, Noureddine. Oui. On peut retrouver toutes ces explications, et notamment ces explications sur la biodiversité, sur notre newsletter quotidienne, sur le site Place to Be Toulouse, et puis évidemment sur Milan, avec donc ce rendez-vous avec une petite vidéo, un jour une question. Et puis il y a le magazine que je voulais montrer, puisque c'est forcément lié, le magazine qui a consacré plusieurs numéros, un important travail justement sur le climat, l'énergie et la biodiversité. Merci beaucoup, Noureddine, et merci aux éditions Milan qui nous ont accompagnés pour Place to Be. La vulgarisation scientifique, je le disais, c'est important. Il faut avoir des compétences, il faut avoir des journalistes qui arrivent à rendre clair ces notions compliquées. Je vais faire un petit clin d'œil. Il y a un cabinet bordelais, ce sont nos voisins, qui a sorti une étude très intéressante. C'est la Kedge Business School, l'école de management de Bordeaux, qui a fait une analyse assez intéressante des rapports rendus par le GIEC aux gouvernants. Et avec un algorithme, c'est une étude tout à fait scientifique, avec un algorithme, ils ont mesuré la complexité des rapports rendus aux politiques et aux gouvernants. Et cette complexité est telle qu'elle montre que en fait, ces rapports ne sont pas lisibles par un étudiant doctorant en sciences. Et ce rapport est intéressant. L'étude bordelaise elle tire la sonnette d'alarme en disant « Si le GIEC sort des rapports d'une telle complexité, les politiques ne peuvent rien comprendre et donc pas agir ». Romain Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes un scientifique et vous êtes ici justement pour contribuer un petit peu à aider à faire passer le message entre la complexité de votre travail et nous, notre besoin aussi de comprendre et de clés pour voir un petit peu mieux dans ce réchauffement climatique. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes spécialisé. Donc vous travaillez à la station d'écologie expérimentale du Moulis, je le disais, la station qui fait un travail de recherche unique au monde sur la biodiversité. Concrètement, je le disais dans le sommaire, on peut dire au Moulis, vous placez en fait des espèces dans un milieu un peu réchauffé pour voir à taille réelle ce que ça donne le réchauffement climatique sur les espèces. Exactement, oui. Donc Moulis bénéficie d'une plateforme expérimentale unique au monde qui permet en fait de mettre des espèces en conditions de changement climatique ou du moins de, fait, de les mettre dans une espèce d'écosystème où il y a des interconnexions entre des populations de la même espèce et de regarder justement l'impact de la variation du climat sur justement la dispersion des espèces qui est un des moyens justement pour ces espèces d'échapper au changement climatique. Alors vous travaillez justement sur rendre concret les effets de la biodiversité, rendre concret, visible ces effets du réchauffement climatique sur la biodiversité. Et vous travaillez en particulier sur la forêt en France ? Oui, c'est exact. Donc, je travaille principalement sur la forêt et notamment comment les changements globaux, dont fait partie le changement climatique, impactent les forêts, notamment sur leur croissance, mais essentiellement aussi sur la manière dont elles vont impacter le changement de distribution des espèces composant les communautés forestières. Alors on l'a beaucoup dit, c'est vrai, ici on l'a pointé à Place to Be, le problème du réchauffement climatique, c'est que c'est tellement abstrait pour nous. On a du mal à imaginer qu'effectivement il est déjà là et que les conséquences sont déjà là. Pourtant, vous le voyez, oui. Par exemple, sur les forêts. Oui, ça nous paraît abstrait, mais c'est vraiment concret en termes écologiques, notamment sur les espèces.
Il faut savoir que toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière au changement climatique et au climat. Donc c'est comme nous, on a des régimes alimentaires qui sont très différenciés. Ça, on peut faire ce parallèle-là. Et du coup, les espèces, c'est pareil, elles ont une dépendance au climat qui est très différente entre les espèces. Et du coup, elles sont impactées de manière différente face au changement climatique. Et moi, ce que je vois dans les données que j'analyse, c'est qu'on a principalement une migration des espèces qui remontent en altitude, pour parler par exemple des Pyrénées, qui remontent en altitude pour chercher justement des conditions qui sont plus froides et donc qui correspondent à leurs conditions écologiques préférentielles. En fait. Ça veut dire que si on prend un chêne, pas forcément commun, mais au lieu de pousser sur le plateau, il va monter un petit peu en altitude et disparaître ici. Alors pour les arbres, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des espèces qui vivent très longtemps, donc elles ont une résistance, une inertie face au changement climatique qui est beaucoup plus importante que des espèces herbacées. Moi, mes résultats montraient surtout l'impact sur des espèces herbacées. Et par exemple, pour une espèce du chêne, puisque vous l'avez pris, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un impact courant le siècle. Donc dans les 50 prochaines années, c'est clair qu'il va y avoir des changements. Elles vont notamment les chênes qui vivent en Méditerranée vont sûrement coloniser une grande partie de la France. Vous êtes assez jeune, mais c'est vrai que est-ce qu'on peut voir à l'échelle de notre vie, nous, entre notre enfance et aujourd'hui, que nos balades en forêt ont un peu changé dans notre milieu ici ? Je pense que oui, certains spécialistes, des personnes qui sont sensibilisées notamment à tout ce qui est botanie et aussi par exemple à la cueillette des champignons, voient sûrement l'impact du climat, notamment de ces fluctuations au cours du temps, sur la production de champignons, sur aussi les forestiers, voient sur la production des forêts, qui est vraiment très impacté par la variation des précipitations dans le temps, ainsi que les températures. Mais après, pour nous, pour le Toulousain commun, je pense que ça reste très difficile, c'est très technique, il faut avoir des connaissances vraiment très spécifiques en botanique. Vous n'êtes pas tout à fait un Toulousain commun. Pourquoi la biodiversité fait partie des questions un peu oubliées de la COP21 ? On a parlé de l'océan hier avec Catherine Jandel, c'est étonnant ? J'avoue que je sais pas, j'ai appris ça aussi, j'étais un peu éloigné de tout ça, donc j'ai appris ça, j'ai vu que la forêt y était, parce que la forêt a un intérêt pour l'homme, c'est que c'est un puits de carbone. Je pense que pour le reste, en fait, la biodiversité, c'est ça le problème, elle n'est pas à la COP21, parce ça reste encore très loin de voir l'intérêt pour l'humain de la biodiversité, alors que ça a vraiment un intérêt très fort. Je pense que la biodiversité, elle a une valeur patrimoniale qu'on a le devoir moral en fait, de léguer à nos enfants. Et aussi, elle peut nous aider, à nous aussi, dans l'avenir, parce qu'on a plein d'espèces qu'on redécouvre, qu'on découvre, notamment en Amazonie ou dans d'autres écosystèmes très rares. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ces espèces ont un potentiel, notamment pour la médecine ou pour d'autres choses, pour l'intérêt de l'homme. La biodiversité, Noureddine le disait tout à l'heure aussi, c'est la beauté du monde. Exactement, oui. Donc c'est quand même quelque chose qui est visible. Oui, et je pense que la France, de ce côté-là, est plutôt bien lotie. On a une biodiversité, une variété de paysages, et une biodiversité en termes d'espèces très importante qui est nécessaire de préserver. Il y a des mesures qui sont faites, notamment Natura 2000, qui est un réseau d'espaces protégés à l'échelle européenne. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des améliorations à faire, et notamment de prendre en compte le fait qu'il ne faut plus que ces espaces préservés soient pris en compte de manière statique. C'est-à-dire qu'il faut intégrer aussi de la dynamique, et notamment le changement climatique là-dedans pour la gestion. On jette un petit coup d'œil sur le dessin de Stéphane Béguin qui est en train de vous croquer tranquillement sur la vitre. Et pour terminer, Romain Bertrand, comment on devient chercheur spécialisé comme ça ? Vous étiez un enfant qui aimait bien les petites bêtes ? Pas forcément. J'étais quelqu'un de la campagne et j'avoue que le rapport à la nature m'a toujours attiré. Et voilà, donc ça m'a tout à fait attiré. Et en plus, j'aime beaucoup ce qui est scientifique. Et donc ça m'a aidé dans mon parcours. Vous vivez dans les bois ou pas du tout ? Non, pas du tout. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Romain Bertrand, donc venu de ce centre du Moulis en Ariège, un centre unique de recherche, unique au monde, qui recherche donc les expérimentations sur la biodiversité. On continue Place to Be, le magazine télévisuel de cette rédaction éphémère et contributive. On va accueillir Laetitia qui est notre coach en changement, très courageuse. Hier, elle nous a montré quelques petits gestes beauté et aujourd'hui, attention, elle va nous apprendre à être heureuse en ménage. C'est pas mal. Bonjour Laetitia. Bonjour Cécile. Oui, alors tout à fait, on va voir aujourd'hui les produits d'entretien. Ah, le ménage. Le ménage, voilà.
et qui sont des produits anodins qu'on utilise quotidiennement et qui s'avèrent être en fait assez toxiques et nocifs pour nous-mêmes au niveau de l'air intérieur de nos maisons, qui seraient plus toxiques que l'air extérieur. Voilà, bon, on manque un peu d'études chiffrées, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va fabriquer quelque chose. Alors voilà, on va fabriquer ici très simplement, alors c'est juste pour faire un petit tour, pour réaliser l'ensemble des produits ménagers du quotidien, il nous suffit d'avoir, alors on va commencer par ça peut-être, un bon savon. Est-ce que tu veux un petit coup de main? Non, ça Non, va, ça va. là on va faire simple aujourd'hui. Bon. Un bon savon d'origine végétale, c'est-à-dire ce dont on a parlé hier, à base d'huile végétale. Ouais, toujours ça, on s'en pareil. sert pourquoi? Alors ça, ce sera notre détergent. D'accord. Voilà, pour laver, tout Ouais. simplement. Voilà. Après, je vais vous expliquer comment on le met. Ensuite, on va avoir besoin de bicarbonate Ça, on en trouve partout. partout. Là, c'est alimentaire, mais on peut acheter le bicarbonate de qualité technique, qui est moins cher encore. Ouais. Donc là, on ne le mange pas, le technique. Voilà, ça, c'est l'alimentaire. Et on peut, voilà, ça, ce sera nos basiques, on fait, c'est-à-dire de pH supérieur à 7. On va voir que c'est important. On peut aussi avoir des cristaux et tout ça, j'en reparlerai plus tard. Maintenant, ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, ça va être le vinaigre. Le fameux vinaigre blanc. Voilà, tout simple, vinaigre d'alcool, 40 centimes, 1,5 litre, vraiment dérisoire. Tout est économique, écologique et économique. Voilà. Alors, il suffit de prendre ce vinaigre, de l'additionner d'eau, on va faire 50-50 avec de l'eau, Oui. et on a un multi-usage. Rien de plus facile que ça. C'est-à-dire qu'on nettoie avec. On nettoie, on dégraisse, parce que là, on est sur un acide. D'accord. Donc, moins de 7 en pH, Ouais. c'est important. Mais ça veut dire, Laetitia, qu'on fait la vaisselle, qu'on nettoie Ah non. l'évier, on fait quoi avec? Là, on fait un petit multi-usage. D'accord. Recyclé, d'ailleurs. Là, j'ai découvert récemment qu'on pouvait adapter un spray sur une bouteille du commerce. Donc, voilà, en plus, on recycle, on arrête de jeter les bidons, etc., parce Ouais. qu'on en jette tous beaucoup. Et on fait moitié-moitié. Eau, D'accord. vinaigre. 50-50. 50-50. Pourquoi on fait 50-50 ? Parce que ça peut attaquer un petit peu les joints, par exemple du frigo, des choses comme ça. Parce que là, on est sur un dégraissant et un anticalcaire, un acide. D'accord, donc Voilà. c'est le multi-usage. Ça, c'est fait. Multi-usage. Alors, si on veut peaufiner, s'amuser un peu, donc ça, on peut le faire en 2 secondes. On peut aussi faire des macérats vinaigrés. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici. Là, c'est mandarine. Parce que c'est Des écorces. Des écorces. Alors, je fais mon jus ou je mange mes mandarines. Oui. En plus, bon, généralement, j'ai acheté de bonnes mandarines bio. Donc, je ne peux pas les mettre dans mon compost. Donc, je les mets dans un bocal. Je recouvre de vinaigre et je laisse macérer 2-3 semaines. D'accord. Et là, j'ai un macérat vinaigré. C'est-à-dire que je vais apporter les vertus, en l'occurrence des agrumes, à mon vinaigre. D'accord. Et c'est aussi pour ceux qui n'aiment pas du tout cette odeur de vinaigre, qui effectivement est un petit peu importante. On va avoir en plus une odeur un petit peu de mandarine, en l'occurrence. Là, j'ai fait ce matin, vous voyez, vite fait, j'ai jeté quelques fleurs de lavande dans du vinaigre. C'est la même chose. Ça devient Ouais, rose. d'accord. Voilà. Et sachant qu'en plus, la lavande a des vertus un petit peu antiseptiques, en plus du parfum. Le citron, les écorces de citron, c'est parfait aussi, parce qu'on a aussi cette action antiseptique et détergente. Voilà. Donc, vous voyez, très vite fait, je le laisse macérer 3 semaines, je filtre avec un filtre à café, J'ai tout là, en fait. et c'est réglé. Voilà. Je le mets dans un petit spray. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre 3 semaines, je peux rajouter très bien des huiles essentielles. Et ça parfume. Ça parfume. Ouais. Et j'ai toujours mes actions du citron et de la lavande, du lavande. D'accord. Là, pareil, huile essentielle produite à Toulouse par Miss Bouillon, voilà, qui produit ici. Donc, on essaie de faire local un petit peu pour tout. Et enfin, donc, je voulais aussi vous parler donc, ces bactéries, parce que dans nos maisons, on chasse les bactéries. Oui, parce que tout ça, c'est fait pour chasser les bactéries. Voilà, nettoyer. Et vous disiez, en fait, Laetitia, les bactéries, elles sont pas forcément là où on croit. Pas du tout. Alors, pour revenir aux toilettes, on va avoir 8 bactéries au centimètre carré sur une cuvette de toilette, Ouais. ce qui est très peu. Ouais. Très, très On peut peu. les compter. 1, 2, 3, 4, voilà. 8. Alors qu'on va avoir 60 fois plus de bactéries sur un clavier d'ordinateur. Aïe. Voilà. On va en avoir 500 fois plus sur un combiné de téléphone. La catastrophe. La catastrophe. Et le pire, c'est qu'on en aura 1,5 million sur une éponge. Alors, tu disais pourtant,
Laetitia, surtout le truc qu'il ne faut pas faire, C'est l'eau de nettoyer. Javel. Voilà, l'eau de Javel, parce qu'on a tendance à beaucoup utiliser l'eau de Javel, surtout en France, que je parle d'Europe, là, alors que c'est un biocide, donc ça va impacter directement sur la biodiversité. Ouais. Voilà. Ça tue tout en fait. Ça tue tout. Et en plus, ça tue nous, si je puis dire, dans la mesure où quand on nous a appris à mettre de l'eau de Javel dans les toilettes, ça c'est basique, et que le contact de l'urine et de l'eau de Javel crée des dégagements toxiques pour l'homme, Donc directement. c'est horrible. Donc je résume, le vinaigre blanc, on peut faire 50% avec de l'eau, c'est multi-usage, on a du savon, surtout pas l'eau de Javel. Surtout pas. Les toilettes, c'est pas si sale, le téléphone, c'est horriblement crade. Voilà. Et Et pour claviers. finir, pour finir, une petite lecture peut-être. Alors, pour Laetitia. avoir plus d'informations, je vous invite à consulter un hors-série 60 millions de consommateurs qui est très bien Il est fait. récent, il date du printemps. Entretenir Avril. sa maison Oui. au naturel. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations nécessaires. Et sinon, lors de nos ateliers, Donc on peut vous Voilà, retrouver tout à fait. à My Visa City. tout à C'est fait. ça, il y a un site internet, Il y a un site des internet. petits ateliers pour apprendre en fait l'éducation aux gestes simples. Voilà, et on apprend à réaliser nos produits. Alors, on essaie de s'amuser un peu, c'est un petit peu ludique. Hein. Bon, voilà, on fait des petits produits. Et surtout, vous repartez avec un livret complet, des trucs et astuces maison pour le refaire en famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Merci beaucoup Laetitia qui est venue hier et aujourd'hui pour nous présenter donc ces petits gestes simples qu'on connaît en fait, mais qu'il faut simplement réapprendre. La transmission de nos grands-mères est parfois perdue. Donc ces associations, ces réseaux, ce partage, ces tutos qu'on peut retrouver sur Internet nous sont très utiles. Le changement, on l'a vu cette semaine, c'est une des problématiques du réchauffement climatique parce que finalement, face à une problématique dont on ne voit pas tellement les effets, on nous enjoint de changer de comportement, pas forcément facile. Cette semaine à Place to Be, on a raconté le climat différemment, on a travaillé en tant que journaliste, mais on a aussi travaillé avec une équipe de cinéma et on a fait un petit film qui justement, vous allez voir, a travaillé sur les émotions. C'est notre vice-versa du climat. Regardez. Non mais le climat c'est affolant, c'est la catastrophe et personne fait rien. Bah et toi, pourquoi tu te bouges pas pour le climat? Moi? Bah oui, ça concerne tout le monde. Moi j'ai changé plein de trucs dans ma vie. Oui, je sais, je sais. Et pourquoi t'as pas le déclic au fond de toi? Au fond de moi? Ça sert à rien. C'est trop tard, tout fout le camp. Moi j'y crois pas ce truc d'écolo, c'est un truc des médias. J'en ai rien à foutre du climat, moi. Chacun de nos gestes a un impact sur la planète. Oui, oui, je sais. Il y a trop de choses à faire. Par où commencer? C'est énorme. Les océans montent, on va être engloutis, on va tous mourir. Tiens, par exemple, en France, avec nos appareils en veille, on gaspille l'équivalent de 2 centrales nucléaires. Ah bon, je savais pas. Bah je t'envoie les infos par mail, texto, Facebook, je sais plus comment faire. Hein. On s'en tape, on les met à la corbeille, on le lit pas. C'était tellement mieux avant quand on savait pas. Les Américains, les Chinois, ils polluent. Alors moi, j'y peux rien. Puis les changements climatiques, hein, il y en a toujours eu. On est fichus, on va tous mourir. Tu m'écoutes? Allez viens, c'est génial quand nos actes sont ok avec nos valeurs profondes. Et tu sais ce qu'elles te disent, nos valeurs profondes? Ça me gonfle, mais laissez-moi polluer comme je veux. C'est pas ma faute. Je suis dégoûtée. On nous ment. Mais Non, je mais suis veux polluer, dégoûtée. mais laissez-moi polluer. Je veux polluer, mais ça me gonfle. Je veux polluer, mais... On va tous mourir. Silence. T'es sûr que ça va? Continue. Il y a de l'espoir. Il y a des milliers d'initiatives concrètes partout dans le monde, une conscience nouvelle. Je suis d'accord. Un seul être se lève et le monde change. Tout est possible. C'est le moment d'agir. On est tous reliés. Et ensemble, on va la sauver la Terre. Ouais! Mais d'où elle sort, elle? Yes. Ça suffit, il y en a marre de... Ok, je suis prête. Allez, on y va. Action. Bah alors, tu viens? Oui, j'arrive. Merci aux très bien nommées Productions du Printemps pour ce petit film réalisé dans un temps record qui nous a beaucoup fait sourire, beaucoup plu à Place to Be, où on fait aussi l'éloge de l'action et du sourire et de la bonne humeur et des solutions.
Christophe Baeza, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes notre deuxième coup de cœur start-up de ce jour, le dernier de cette semaine pour l'émission de télévision. Vous êtes le patron de 31. Tout à fait. Et en fait, vous allez nous emmener à vélo. J'ai dit dans le sommaire de manière un peu provocante que vous faisiez un vélo pour les paresseux. On peut être écolo et paresseux. Presque, oui, tout à fait. Vous allez être le premier en fait à avoir apporté une solution de vélo partagé électrique, premier en France. Exactement. Nous avons été le premier vélo électrique en libre service de France, puisqu'on a équipé la ville de Vannes en Bretagne. Vous êtes local puisque vous fabriquez, en fait, vous concevez, fabriquez ici à Saint-Gaudens. Tout à fait, à Valentine, juste à côté de Saint-Gaudens. Voilà. Le vélo électrique, c'était un besoin ? Alors, le vélo électrique, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, vous avez des progressions de 10 à 15%. En 2013, il y a eu 40 000 vélos vendus en France. En 2014, il y en a eu quasiment 80 000. Alors que dans le même temps, il y en avait 400 000 en Allemagne. Donc oui, c'est un réel besoin. Et le Vélib électrique ou le vélo électrique en libre service sera la deuxième révolution pour nous. Qu'est-ce que ça change ? Alors Vannes, par exemple, c'est une ville moyenne, assez plate. Pourquoi avoir utilisé un vélo électrique à Vannes ? C'est la ville des Trois Collines. Ah oui, c'est vrai. Alors, je ne les ai pas vus, mais paraît-il que c'est la ville des Trois Collines. L'avantage d'un vélo électrique, c'est que, hormis le fait que ça va vous soulager le pédalage pour des gens qui ont envie d'arriver à un rendez-vous frais et dispo, ça vous facilite le trajet. Et y compris des gens qui ont une mobilité un peu plus réduite que des gens de 20 ans, ça permet de démocratiser l'usage du vélo. Vous permettez justement d'élargir un petit peu le nombre d'utilisateurs du vélo, qui est quand même le moyen écologique de transport. Exactement. Il faut savoir que par exemple sur Vannes, nos vélos sont loués 3 fois plus que les vélos normaux. Ah, c'est énorme. Exactement. D'autres villes, vos clients, vos premiers clients, ce sont les villes ? Alors non, nous avons 3 types de clientèle. La clientèle du particulier à travers le vélo que vous pouvez voir sur notre site internet. La clientèle... 31. Tout à fait, 31bikes.com. Ensuite, nous allons dévoiler prochainement un vélo dédié au parc d'entreprise. Et enfin, nous avons un troisième type de vélo que l'on dévoilera courant de l'année 2016 qui sera dédié aux collectivités, avec l'ambition d'aller équiper des villes à travers le monde. Alors on ne se rend pas compte, c'est vrai qu'on parle beaucoup du vélo, du besoin de développer le vélo, on a parlé de la loi sur la prime vélo cette semaine. Il y a un marché important du vélo. Il y a un marché énorme du vélo. Et pour nous, l'usage en libre service va permettre d'augmenter ce marché. Comme je vous disais, pour nous, c'est la deuxième révolution du déplacement urbain. Bon, il y a eu une première révolution à travers le vélo en libre service. La deuxième révolution, ça sera le vélo électrique en libre service. Vous avez aussi, vous avez plein d'idées, hein, vous êtes une boîte à idées en fait. Vous avez aussi une proposition de géolocalisation du vélo. Exactement. C'est le vélo connecté, c'est l'objet connecté vélo. Ça sera en fait un vélo connecté en effet, puisque dans le vélo qu'on va dévoiler pour l'usage des entreprises, le vélo sera géolocalisé et connecté et transmettra et recevra de la donnée. Quels sont les freins en fait aujourd'hui au développement ? Vous fabriquez ici à Saint-Gaudens ? Alors nous concevons et nous assemblons à Saint-Gaudens. Après, le vélo est fabriqué un peu partout dans le monde. Oui. Vous prenez, les pneus sont allemands, les roues sont françaises, le cadre est taïwanais, le moteur est américain. Enfin voilà, on fait notre commerce un peu partout dans le monde. Donc il n'est pas fabriqué en France. Par contre, il est conçu et assemblé dans nos ateliers. Le fait de pouvoir l'assembler, on est une des rares marques françaises à le faire. Ça nous permet d'être garant de la qualité des vélos qui sortent de la chaîne d'assemblage. Et aujourd'hui, nos freins, on a la chance d'être les premiers en France. On doit se compter sur les doigts d'une ou deux mains dans le monde. Donc on n'a pas de freins commerciaux. Notre plus grand frein a été les freins financiers qu'on est en train en ce moment de lever. Un petit clin d'œil au dessin du petit vélo de Stéphane Béguin. Christophe Baeza, votre nom, c'est un petit clin d'œil ? Alors, 31, c'était par rapport au département, en 31. effet, 31, et en anglais parce qu'on voulait déjà aller à l'international. Votre marché, votre avenir, c'est aujourd'hui, quand on a parlé d'une start-up, on dit aujourd'hui qu'une start-up ne peut pas se développer si elle n'envisage pas un marché à l'international. C'est vrai ?
Exactement. Aujourd'hui, on se concentre encore sur le marché français, puisque c'est là où on doit faire nos armes. Ensuite, nous irons sur le marché européen et après partout ailleurs dans le monde. C'est compatible avec le local, le produire local et l'exigence de produire local? C'est compatible. Aujourd'hui, nous sommes les fournisseurs de différents grands groupes. Les grands groupes, ils mettent 6 mois pour prendre une décision. Par contre, quand ils prennent la décision, il leur faut la réponse pour hier. Le fait qu'on soit des locales, ça nous permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Merci. On peut évidemment aller voir ces beaux vélos. Ils sont très beaux, j'en ai vu un pour ma part. Et aller les regarder sur votre site 31bikes.com. Voilà, on y va et on le retrouvera le lien sur le site de Place2Be, toulouse.org. Place2Be continue, c'est bientôt terminé, pas tout à fait. On a vu un vélo, un très beau vélo, ça peut être notre geste shopping. Et on va finir notre semaine shopping avec notre hipster préféré, Zifan, qui toute la semaine a proposé donc toute une série de produits neufs, à base parfois de produits recyclés, mais pour nous dire, parce qu'on s'est dit, c'est vrai, avec les filles de la rédaction qui aiment toutes faire le shopping, qu'on n'était pas obligé d'être écolo-compatible et décroissant, et qu'on peut aussi se faire plaisir avec des beaux cadeaux. Zifan est en train de s'installer, il nous a apporté plein de petites choses. Donc j'ai écouté les doléances de l'équipe et je me suis dit que pour finir la semaine en beauté, j'allais quand même mettre les femmes en avant. Donc aujourd'hui, Cécile, vous portez des bijoux qui ne sont pas les vôtres. Non. Ils ont été prêtés encore une fois par Slow Concept à Toulouse, rue Sainte-Ursule. Donc là, par exemple, vous avez à votre poignet un bracelet en dentelle ancienne en laiton. Alors, j'essaye de le montrer. Je ne sais pas si on le voit très bien. C'est un très joli. Après, c'est vous qui me dites si vous aimez ou si vous aimez pas, mais moi, je trouve ça assez remarquable. Donc en fait, c'est une petite dentelle orange. Voilà, c'est ça. Donc c'est très original, c'est très joli. Qu'elle recycle. À votre cou, vous avez un collier. Alors ça, c'est assez sympa. C'est une prothésiste sur Toulouse qui se sert de prothèses dentaires inutilisées et qui en font le chrome cobalt. C'est la matière avec laquelle les prothèses dentaires sont faites. On est dans l'économie circulaire de pointe. Hein. On réutilise quelque chose. Donc c'est du chrome cobalt. C'est une matière assez noble et le bijou coûte environ 30 €, donc c'est pas très cher. Et ça donne une seconde vie à des ustensiles qui ne sont pas du tout utilisés. Vos boucles d'oreilles, elles, viennent d'une marque bordelaise, Cadillac. C'est en fait un mécanisme d'horloge qui est récupéré et qui est façonné et assemblé avec de la résine. Donc c'est des produits faits main et assez voir minutieux. Parce que c'est très fin, c'est vraiment très fin, c'est justement petits bijoux. Exactement. Ouais, mais c'est magnifique. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous êtes contente. Ouais, ça me plaît. Ouais, je suis assez contente de ça. Oui. Ensuite, après, j'ai amené avec moi des produits de soins. Donc, par exemple, ça, c'est du soin pour le visage de la marque Sanoléo. Et en fait, la particularité, c'est que c'est un couple qui est à la tête de cette petite entreprise. Et l'un est chimiste et l'autre est une ancienne de Chanel. Donc, il y a de l'expertise. C'est juste qu'elle a voulu tout quitter pour se lancer dans des produits 100% végétaux. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, tout ça. Ensuite, ici, on a de la marque Label Mèche. C'est une bougie. La cire est faite à 100% de soja. Donc c'est aussi des produits 100% naturels, ainsi que du savon de la marque Moé. Et tout ça, c'est très sympa pour ce week-end. Si jamais vous avez une dure semaine comme nous, même si on s'est bien amusé, et qu'on veut se relaxer, c'est parfait, quoi. Merci beaucoup, Zifan. On va en profiter quand même aussi pour remercier une nouvelle fois Slow Concept, cette jolie boutique qui vous a prêté et présenté, proposé tous ces produits qu'on peut aller forcément découvrir chez elle. Rue Sainte-Ursule, on remercie beaucoup Audrey pour tous les produits qu'elle nous a prêtés. Merci beaucoup. Audrey. Merci à vous. Merci Zifan. On termine avec notre rendez-vous libraire parce qu'on est journaliste, on est community manager, on aime le web, le numérique, le digital, on a travaillé sur l'innovation, sur le multimédia. Mais en fait, rien de tel qu'un bon bouquin pour se reposer ce week-end, je crois qu'on va bouquiner. Donc notre libraire entre, il est venu les bras chargés de cadeaux, de paquets. Je ne sais pas ce que tu as ramené. Daniel Luciani. Bonjour Daniel. Bonjour. Le livre du jour. Bisous du jour. Il m'embrasse.
Le livre du jour, alors il est complètement dans la veine de ce que vous avez traité ce matin au journal. C'est l'économie expliquée aux humains. Ce livre-là a été écrit par Emmanuel Delannoy. Il a été préfacé par Hubert Reeves. Et en fait, ça nous parle d'économie et de biodiversité. C'est les deux sujets que tu as traités aujourd'hui. Et alors, la question, c'est comment réinventer l'économie à l'ère de l'écologie, tout simplement. Et cette découverte auquel nous invite Emmanuel Delannoy, qui est le directeur d'Inspire, un spécialiste des relations entre l'économie, le vivant et la biodiversité. Et l'originalité de ce livre vient du propos, c'est-à-dire que celui qui parle, c'est un insecte en fait. Et cet insecte, c'est le grand capricorne et qui va nous raconter. Alors le grand capricorne vit dans les vieux chênes. On a parlé de chênes tout à l'heure avec Romain Bertrand. Ce grand capricorne vit dans les vieux chênes et c'est lui qui est l'auteur du livre. Et en fait, il nous fait découvrir tous les services rendus par la nature depuis la nuit des temps. Et la biodiversité, c'est ça, avec le biomimétisme par exemple. Et il prend un exemple qui est assez fort, c'est le travail des abeilles. Alors on se dit, bon voilà, le travail des abeilles, à quoi ça sert ? Eh bien, simplement par la pollinisation. Le travail des abeilles a été évalué dans le monde à plus de 153 milliards de dollars. Donc ça montre bien. Et du coup, il y a un tiers de l'agriculture mondiale qui dépend des abeilles, en fait. Voilà. Et je voudrais finir, pas tout à fait ma rubrique, mais avec une citation d'Isaac Newton qui dit « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Je pense qu'avec Place to Be, on a commencé à ouvrir ce pont-là entre l'économie, l'écologie, entre le climat et les hommes. Et j'avais... excusez-moi, je suis obligé d'attraper quelque chose. J'avais commencé cette semaine, j'avais commencé par elle, un hors-série Rondelle. C'est voilà. Vrai. Et puis, j'avais commencé par elle, mais j'aimerais bien finir par lui. Il est trop fort. Voilà, et parce qu'on a dit qu'il fallait que je ne peux pas montrer plus, je suis désolé, mais je peux montrer aussi, voilà, il y a aussi un homme, voilà. On a cherché comment rendre sexy le climat. Tu voulais juste parler des hommes ou tu voulais dire quelque chose d'intéressant ? Je voulais rien dire d'intéressant, je voulais juste dire que pendant cette semaine à Place to Be, on a essayé avec Cécile et son équipe de rendre le climat sexy, et on l'a fait grâce à toute l'équipe. Cécile, on l'a fait grâce à toi. Donc je voulais aussi te remercier particulièrement parce que cette partie de Place to Be, la partie rédactionnelle du journal tous les jours et de la newsletter, c'est grâce à toi. Donc un grand merci Cécile. Je sais qu'on peut faire venir du monde là sur le plateau, mais je voudrais Cécile te poser. Tu vas remercier tout le monde, mais je voudrais te poser une question. C'est-à-dire, je voudrais que tu passes sur le grill maintenant. C'est vache. Voilà, c'est ça. C'est la surprise de Daniel. Toi, comment tu as vécu cette semaine en fait ? Alors, je vais répondre en live. En fait, je dois dire que je suis là. Les journalistes sont en train de rentrer derrière moi qu'on vous voit. Comme ça, je vais pouvoir parler en même temps. Et je vais vous dire, je vais gérer les émotions comme dans Vice Versa. Je vais vous dire que voilà, c'est très simple. On est parti, je l'ai dit, sur un coin de table avec Daniel pour lancer cette aventure Place to Be. On s'est dit oui, raconter le climat différemment. On est d'accord, on y va. Moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges, les défis. Concrètement, cette semaine, elle est incroyable. On a réussi, on a fait une production, on a une vraie production, une vraie équipe. Notre challenge, c'était de raconter le climat différemment, d'inventer. Je crois qu'on a inventé vraiment plein de choses. J'espère que vous avez découvert. Ce qui nous satisfait, c'est qu'on vous a proposé 1 heure d'émission chaque jour dans des conditions vraiment professionnelles avec du contenu intéressant. Une newsletter qu'on a complètement inventée de A à Z. Beaucoup de contenu par ailleurs. Je crois qu'il faut se rendre compte que c'est une offre journalistique unique. On a eu une liberté éditoriale, une liberté de ton qui nous a fait beaucoup de bien et on s'est dit avec toute l'équipe, les journalistes qui nous ont rejoints, que c'était une chance exceptionnelle parce qu'on fait un métier magnifique. Nous faisons des métiers magnifiques et que les faire avec en plus la liberté éditoriale, un projet et une bonne cause, c'est génial. Je voudrais dire merci à tous. Je suis là un petit peu émue. Voilà, un petit cadeau. Alors, je veux dire quand même merci à Aurélie qui vient de Tous les Co, qui m'a vraiment
l'Eco-Green qui m'a vraiment beaucoup aidé sur le contenu. Catherine qui nous a beaucoup aidé, qui travaille à la télé, qui est super sérieuse. Merci. Margot qui était super épatante, qui est en stage, qui a montré un truc incroyable. Zifan qui est étudiant à l'école de journalisme, qui s'est prêté au jeu du hipster. Vanessa, notre chroniqueuse. Merci beaucoup Vanessa qui s'est donné beaucoup de mal et qui a aussi aidé sur la chronique. Noémie qui est en stage avec nous, qui a découvert une aventure incroyable. Marine, Marine, c'est le micro-trotte, le regard décalé, et j'y vais pas, mais j'ai tellement d'humour, elle est géniale. Célia qui a été parfaite, une fille incroyable qui est toujours là, tous les matins, de bonne humeur, qui travaille, qui a plein d'idées, plein d'initiatives. Delphine, c'est la rédactrice en chef de la newsletter, qui a fait un travail incroyable jusqu'au bout, qui bossait jusqu'à tard soir avec Régis qui n'est pas là, qui a fait la mise en ligne aussi de la newsletter, un dream team tous les deux incroyable. Derrière, je vois Tancred, le grand et beau Tancred, qui est assistant chef de projet depuis des mois avec Daniel, qui est vraiment indispensable. Notre graphiste indispensable aussi. Derrière, je vois Laurent avec Pierre, qu'on ne voit pas, qui est là. Les deux hommes du Bixer qui ont développé avec nous plein de trucs et qui nous ont beaucoup assistés. Merci à Coralie Bombay, la rédactrice en chef du journal toulousain. Énorme coup de main, sérieux jusqu'au bout, toujours là. Génial. Stéphane Béguin, les facilitateurs graphiques, vous étiez tous les trois là. Super pour dessiner en direct dans ce journal, un truc étonnant et qui marche bien, qui nous a permis aussi de montrer ce que vous faites. Noureddine avec Milan, super, merci. Milan, c'est toulousain, c'est la proximité, c'est la presse et le côté pédagogique, la vulgarisation scientifique, on l'a dit hier avec Catherine Jandel, c'est indispensable. Laetitia qui s'est prêtée au jeu avec beaucoup de courage, elle était très intimidée pour faire ses tutos qui tuent. Nadia Biquet qui est venue aussi, qui a créé une chanson incroyable avec des enfants en 2 heures, un truc à peu près improbable. On a Yannick qui est dans le champ, qui a fait des photos que vous pourrez retrouver sur Flickr, sur tous les sites, de très belles photos pendant toute la semaine. Pierre que je vois derrière. Et puis je voudrais que la réalisation nous rejoigne. Je voudrais aussi, pendant qu'on finit de cadrer, remercier Equito qui nous héberge des lieux magnifiques, une équipe super. On a parfois traîné un peu trop tard le soir, mais ils nous ont pas complètement chassés dehors, quoi, juste une seule fois. Facilitation graphique, je les ai nommés. L'ARP, Régis, la ville de Toulouse qui nous a donné quand même un bon coup de main. Le CJD, sans quoi tout cela ne serait pas possible. Tous les animateurs des nombreux ateliers qui ont eu lieu pendant toute la semaine pour les enfants, les petits, les grands, les entreprises, tout ce qui s'est passé en mars. Je termine donc avec un très grand merci à l'impressionnante équipe de Masterfilm, sans qui en fait ce JT n'aurait pas eu lieu, et ce JT de qualité professionnelle qu'on a voulu, l'impressionnante équipe. Donc c'est Rémi, Tristan, Carole, Ludovic, Christophe, Fabien, Benoît, Fleur, Hélène Fabre qui n'est pas là mais qui nous a assisté sur la rédaction en chef, et bien sûr Bernard Birabin qui donc a donné ses moyens techniques et humains qui sont des moyens très importants. Et voilà, je voudrais remercier donc Masterfilm, MaTV et Daniel Luciani qui a quand même lancé l'idée, est venu me voir en me disant tiens Cécile, si on faisait ça. Merci beaucoup Daniel, c'est toi. Avec plaisir. Merci. Bravo à vous. Retrouvez la dernière newsletter ce soir sur PSTV et n'hésitez pas à penser différemment, appliquer ces petits gestes. Et puis on espère que tout ça vous aura quand même intéressé, amusé et donné envie de contribuer. Merci. PSTV. Mais la COP 21 continue sans nous, mais elle continue. Donc oui, la semaine prochaine. Ouais. Donc j'espère qu'on aura servi à œuvrer pour le climat. Moi, je voudrais vous remercier tous. On n'est plus en antenne. Je voudrais tous vous remercier quand même parce que tout ça, Cécile l'a dit, mais je voudrais le dire, tout ça est parti il y a quelques mois d'une idée un peu folle, un peu comme le grand procès. Hier soir au grand procès, il y avait 200 personnes. Donc cette semaine-là, on fera le bilan, mais rien n'aurait été possible sans vous. Et l'énergie, l'originalité, le ton décalé, comme elle l'a dit Cécile, il n'y a pas eu, on n'a pas fait de censure. Voilà, tout a été libre, chacun a pu dire ce qu'il voulait. Donc je me suis jamais immiscé dans le travail rédactionnel.
Et donc bravo à vous. Je ne sais pas quelle sera la suite donnée à Place to Be, en tout cas à Toulouse, mais je pense que vous avez aidé à changer l'image que le climat et le sujet de l'environnement pourraient avoir, quoi. Ouais. Donc c'est super. Bravo. On n'aurait pas imaginé, quand j'ai lancé l'idée il y a déjà en mai déjà, je n'avais jamais imaginé qu'on aurait pu faire ça. J'étais parti sur une petite radio avec Cécile, voilà. Et en fait, c'est juste une aventure extraordinaire. Je sais qu'on a mobilisé sur toute la semaine au moins 500 personnes entre le grand procès et ici. Je compte pas le nombre de tweets. Voilà, c'est juste un truc de malade. Voilà. Hier soir, l'après-midi, il y avait le gars de Generali qui intervenait sur le grand procès, qui a tweeté et qui a dit « Je n'ai jamais vu autant de tweets sur le sujet Place to Be grand procès ». C'était juste énorme, il était complètement ébloui. Donc merci grâce à vous. Il y a des équipes qui viennent d'arriver. Venez. Ouais. Bonjour. Salut Océane, Voilà. merci. Voilà. Merci, ouais. Merci et bon vent, bon climat et que la COP 21 soit une réussite et qu'on s'engage. Et de toute façon, après, c'est à chacun d'entre nous de nous engager donc. On boit un coup, on mange et on retravaille parce qu'il y a quand même la newsletter. Merci.